Aujourd'hui, on va rentrer dans les coulisses de LinkedIn et plus particulièrement de Sales Navigator, l'outil qu'on est plein à utiliser pour aller trouver des clients. Aujourd'hui, on va comprendre leurs secrets pour savoir comment eux, ils trouvent des clients. Et pour ça, j'ai Eud de Montessu qui va nous répondre à toutes nos questions. Eud, est-ce que tu pourrais te présenter? Quel rôle tu occupes chez LinkedIn? Ouais, d'abord, merci Louis pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir répondre à toute la communauté sur les questions que vous posez sur LinkedIn. Et merci d'avoir posé les questions en amont à Louis. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Alors du coup, moi je m'appelle Eudes de Montessu. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille chez LinkedIn. J'ai commencé d'abord dans les équipes acquisition à Dublin et puis maintenant les équipes grands comptes à Paris où on gère pour Sales Navigator tous nos clients grands comptes. Pour la région Europe du Sud, France, Italie, Espagne. Ok, génial. Toute la communauté nous a donné énormément de questions. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. On va d'abord parler des structures et des équipes de Sales Navigator et de LinkedIn, comment vous faites les recrutements, et ensuite on ira vers votre prospection, comment vous trouvez vos clients, qui vous ciblez, et on finira par votre utilisation de l'IA. C'est Louis de la fin de la vidéo qui vous parle, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va vous parler d'IA et comment LinkedIn utilise l'IA pour faire sa propre prospection, mais également toutes les meilleures techniques et hacks à utiliser sur LinkedIn Sales Navigator. Première question, comment tu as structuré tes équipes de vente chez LinkedIn Sales Navigator? Chez LinkedIn, on a une organisation pour la partie commerciale qui est assez standardisée au niveau global. On a des équipes qui sont SDR, qui vont générer des leads, qui passent à des account exécutives, et ensuite, quand le compte est signé, qui passent à des account managers, qu'on appelle des account directeurs. Et ensuite, on a des différents strates. On a un segment SMB, un segment mid-market et un segment enterprise. Est-ce que tous ces rôles sont les mêmes dans les différentes régions que tu gères? Oui, en l'occurrence en Europe, c'est assez similaire. Il y a des petites différences en fonction de la taille du pays ou dans certaines fonctions qu'on va pas avoir ou de segments qu'on peut ne pas avoir. En Italie, par exemple, je vais avoir des équipes enterprise basées en Italie et un peu moins d'équipes à Dublin. Là où pour le marché français, il y a un peu plus d'équipes à Dublin. Mais sinon, globalement, pour tous les marchés et pour toutes les équipes, on essaie d'avoir la même structure. Ok. Là, tu parlais de positionnement des équipes. Pourquoi certaines sont à Dublin, d'autres dans les pays? Comment est structuré géographiquement ces équipes? Oui, en fait, on essaie de s'organiser en fonction de nos clients, tout d'abord. Dans les boîtes tech, le centre d'excellence commerciale est souvent basé à Dublin, et c'est le cas pour LinkedIn aussi. Donc, toute la partie prospection et SMB, mid-market, va être basée à Dublin, là où la partie grand compte, donc les grandes entreprises avec qui on travaille, vont avoir leur account manager basé dans les pays. Et on va avoir le même schéma dans tous les pays. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur nos bureaux à Paris, à Milan, à Madrid, à Amsterdam, à Londres, à Munich, etc. On va avoir les équipes grands comptes basées dans les pays et les équipes SMB Mid-Market basées à Dublin. Parce que les équipes grands comptes vont rencontrer physiquement les clients? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire de différent, c'est de les rencontrer plus souvent, c'est d'être en proximité avec eux. Ça ne veut pas dire que les équipes SMB ou mid-market ne rencontrent pas leurs clients. Ils viennent aussi voyager dans les pays de manière régulière, au minimum une fois par trimestre pour rencontrer leurs clients. Mais avoir toutes ces énergies, tous ces commerciaux basés ensemble dans des bureaux à Dublin, crée de l'énergie, du dynamisme et permet vraiment d'avoir une école d'excellence en commercial à Dublin et qui après va bénéficier à nos grands comptes lorsqu'ils reviennent dans les pays. Ce que j'ai fait moi-même en étant passé par Dublin et en revenant à Paris. Ok, génial. Génial. Et toutes ces équipes, quels sont les OKR qu'elles ont? Les BDR, les account exécutives et les account managers. C'est quoi leurs OKR, leurs objectifs qui résultent? Sur quoi vous mesurez la pertinence de leur travail et la performance qu'ils obtiennent? Alors nous, on est vraiment une organisation commerciale pure qui est drivée par la performance chiffrée. C'est-à-dire qu'un BDR aujourd'hui, ses OKR, ça va être le nombre de rendez-vous générés. Donc vraiment très basique du SDR BDR. Je génère un nombre de rendez-vous, il a un objectif de nombre de rendez-vous pris. La compte exécutive, il a un objectif de revenus générés, donc de nombre de business à closer, de new logo. Donc c'est travailler avec des gens qui ne travaillent pas avec nous aujourd'hui et qui doit closer. Là où les account directeurs, qu'ils soient SMB, mid-market ou grand compte, ont les mêmes OKR, c'est juste qu'ils différencient en fonction de la taille de leurs clients, mais ils doivent renouveler leurs clients et grossir leurs clients. Ok. Si je rentre dans le détail sur les BDR, le nombre de rendez-vous, est-ce qu'il y a un critère sur la qualification et le nombre de closing que ça apporte derrière? C'est-à-dire un retour des comptes exécutifs sur la qualification de ces rendez-vous? Ouais, alors là, tu rentres dans les choses très spécifiques, mais en effet, chez LinkedIn, les SDR ne sont pas juste pris au nombre de rendez-vous, mais c'est le nombre de rendez-vous qui se sont transformés en opportunités. Donc, ils travaillent en binôme pas en binôme, mais en tout cas en pod avec leurs AE,
Et chaque rendez-vous qu'un AE considère être un vrai rendez-vous qui peut générer une opportunité, génère ce qu'on appelle un bump et donc un crédit versus l'objectif du BDR. Pas rentrer encore plus dans le détail, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il y a toutes des règles, un framework de règles qui est donné pour justifier qu'est-ce qui est une opportunité et pas une opportunité, pour pas que ça soit à la discrétion de chaque commercial. Ok, génial. Et les comptes exécutifs, c'est sur le nombre de nouveaux logos. Est-ce qu'il y a aussi un autre objectif sur le revenu généré? Donc, il y a un double objectif, c'est ça? Non, c'est un objectif simple sur le revenu généré. Ok. Aujourd'hui, un compte exécutif chez nous peut faire ses objectifs avec, je sais pas, un seul compte signé si il va signer un super gros compte. Alors, je recommande pas ça comme stratégie de génération de pipeline pour soi-même parce que c'est très risqué, mais c'est possible. Donc, c'est vraiment un objectif chiffré, brut, peu importe le nombre de nouveaux logos. On sait que, bien sûr, on a des métriques suffisamment importantes pour savoir quel est le deal moyen average, etc. On sait à peu près que pour faire ces targets, il faut signer un certain nombre de deals. Mais c'est du revenu pur. Maintenant, passons au côté un peu HR, parcours et recrutement pour entrer dans tes équipes. C'est quoi le parcours typique d'un SDR LinkedIn en Europe et combien parmi ces SDR arrivent au compte exécutif? En effet, je vais te répondre sur la partie SDR, le parcours d'une carrière chez LinkedIn. Mais déjà, pour la première partie, pour rentrer dans mes équipes, ça devient un peu plus difficile. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans cette partie-là. Je pense que ça va décourager certains. Mais c'est bien de commencer en effet sa carrière dans une boîte de la tech comme LinkedIn ou autre très grosse boîte de la tech à Dublin en SDR. Ce que je disais avec le centre d'excellence, on arrive dans des équipes qui sont très cosmopolites. Donc vous allez être dans une équipe avec des Suédois, des Anglais, des Irlandais, des Français, des Allemands, des Espagnols. Vous apprenez toutes ces différentes cultures. Ensuite, le SDR, au bout de 18 mois, évidemment, s'il performe, il peut espérer postuler sur des rôles d'account exécutive. Et alors, chez LinkedIn, il peut avoir des rôles d'account exécutive en fonction des langues qu'il va parler. S'il parle espagnol et italien, il va pouvoir avoir un peu plus de chance sur différents rôles. Et donc, on ne va pas s'arrêter à la nationalité, mais vraiment à la langue parlée pour les rôles et aux compétences. Et ensuite, son rôle d'account exécutive va évoluer soit vers des rôles d'account exécutive de niveau 2, mid-market ou potentiellement enterprise ou vers de la compte management. Et ensuite, il pourra, s'il souhaite, continuer en grand compte et donc rentrer dans les pays en local si les opportunités se présentent. Comment sont rémunérés les commerciaux? Y a-t-il une grille en particulier? C'est une bonne question. C'est une question qu'on nous pose évidemment à chaque début d'entretien. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y répondre. Nos rémunérations, elles fonctionnent sur ce qu'on appelle des OTI. Donc, c'est des on-target earning. Donc, c'est ton plan de commission total. On ne parle pas de salaire de base. C'est vraiment salaire de base plus tes commissions. En fonction de la position chez LinkedIn, ça peut être du 50-50, du 60-40 ou du 70-30 en fonction de la compte management ou de la compte exécutive ou d'être SDR. Et il y a une partie salaire qui est évidemment compétitif. LinkedIn s'inscrit et compete avec les boîtes SaaS de la tech. Donc, on est aligné avec ce qui se fait dans l'industrie. Pas forcément plus, pas forcément moins, mais aligné. Et niveau fréquence de recrutement, vous recrutez souvent? C'est quoi les typologies de profils? Plutôt hard skills, soft skills? C'est une question intéressante parce que c'est aussi quelque chose qui évolue énormément avec les différents outils qui évoluent, les recherches de compétences évoluent. Chez LinkedIn, on embauche des compétences. On va rechercher des gens qui sont les compétences d'aujourd'hui, les compétences de demain pour des commerciaux en fonction des outils. Le process de recrutement est assez straightforward chez LinkedIn avec très peu d'entretiens, mais on va essayer vraiment de pouvoir juger les compétences. Donc ces entretiens basés sur des questions de compétences et après des mises en situation. La fréquence à laquelle on embauche dépend des besoins spontanés qu'on peut avoir, soit de remplacement de gens qui évoluent, comme je te disais, en interne, avec beaucoup d'évolutions en interne qui se passent chez nous, ou des plans de croissance qu'on peut avoir quand un marché performe et qu'on va décider d'investir pour recruter des nouveaux commerciaux dans ces marchés-là. Et donc là, il va y avoir des opportunités aussi bien en interne qu'en externe. Maintenant, on va parler du business et de la concurrence de LinkedIn dans ce monde qui évolue en permanence. Et j'aimerais savoir quelle part des revenus LinkedIn représente Sales Navigator par rapport à l'offre talent et marketing? Ce que tu exprimes, c'est effectivement qu'il y a trois grands piliers chez LinkedIn. Donc, il y a la partie visible, qui est le LinkedIn que tout le monde utilise. Et puis, il y a la partie business. Donc, on a trois grands produits, trois lignes de produits qui sont la partie Talent Solution, la vente de recrutement, qui est un peu le produit phare et préexistant de LinkedIn. Et il y a la partie communication, Marketing Solution, qui va permettre de faire de la publicité sur LinkedIn. Et il y a la partie Sales Solution. Nous, on est plus petits, mais parce qu'on est aussi les derniers nés de LinkedIn. On existe depuis moins longtemps. Ce qui est super intéressant d'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent de postuler chez LinkedIn Sales Solution, vous pouvez aller voir les offres, c'est que on opère un peu comme une start-up
au sein de LinkedIn. Donc, on est très agile, très flexible. Et pour ça, c'est intéressant aussi pour LinkedIn parce que ça nous fait jouer un rôle assez stratégique. On peut se permettre d'essayer des nouveaux outils. On peut se permettre d'essayer des nouvelles structures, des nouvelles organisations parce qu'on est aussi plus petit, qui nous rend agile, mais aussi très intéressant au sein de LinkedIn. On fonctionne comme un laboratoire d'idées. Et au-delà de ça, on est un relais de croissance pour l'entreprise. Sales Navigator est en croissance et donc on génère de la croissance pour LinkedIn. Ok, merci pour la réponse. Mais maintenant, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Pas par rapport à vos produits internes, mais par rapport à d'autres plateformes, outils qui vous concurrencent. Oui, alors là, on vient à toucher vraiment la valeur commerciale que nos équipes doivent fournir à leurs clients. Et c'est assez intéressant. Moi, je viens d'un milieu où c'était très compétitif, où il y avait vraiment des produits qui étaient exactement les mêmes et on se battait vraiment produit versus produit similaire. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, il n'y a aucun autre LinkedIn qui existe de cette manière-là. Donc, on est assez unique sur le marché. La concurrence, aujourd'hui, on va la voir vraiment sur les budgets. Donc, on va se battre avec beaucoup d'entreprises sur les mêmes budgets ou sur des portions de notre outil. Des outils qui vont avoir très fort sur des bases de données, parce qu'ils vont pouvoir partager des bases de données dans des CRM, ce qu'on ne va pas forcément faire. Des outils qui vont faire du marketing automation, donc beaucoup de volume, ce qu'on ne va pas forcément faire. Et en fait, tout l'enjeu de nos commerciaux, c'est d'essayer de comprendre dans quel environnement budgétaire ils se situent. Et pas forcément savoir est-ce que les concurrents font bien ou moins bien. Je trouve que chacun fait des choses bien, mais je pense que Sales Navigator n'a pas d'équivalence à proprement parler. En revanche, on peut se retrouver à se compéter sur des budgets similaires. Donc, ça va vraiment être comment faire en sorte de positionner SalesNav et la valeur de SalesNav pour nos clients et pas forcément versus la compétition. Ok. Et donc, il y a des questions qui sont posées pour identifier quelles sont les parts de budget allouées aux différents outils et projets dans l'entreprise. Ouais. Là, on vient sur un point qui est assez nouveau d'ailleurs dans les directions commerciales depuis quelques années, c'est d'avoir des budgets dédiés à leurs outils. Même il y a 5 ans, quand j'ai commencé chez LinkedIn avant Sales Navigator, on s'est rendu compte que c'était beaucoup les directions marketing qui avaient les budgets pour les outils. Et donc, le marketing achetait les budgets pour les sales. Donc, on passait via des VP of Sales pour leur présenter, faire des démos de produits, mais à la fin, c'est le marketing qui avait le budget. Et il y avait certains outils qui faisaient, eux, les démos directement au marketing. Et du coup, le marketing avait un pouvoir de décision sur les commerciaux. Là où, depuis 2-3 ans, on voit un shift, c'est les directions commerciales qui ont leur propre budget. Donc déjà, c'est super intéressant. Et leur propre budget pour les outils. Ce qui leur permet aujourd'hui de tester plusieurs choses. Donc des outils qui vont être très, très tactiques. Outreach, où j'ai besoin de tel type d'informations. Et puis des outils comme SalesNav qui vont être plus structurants pour rentrer dans une organisation commerciale et structurer une organisation commerciale. Je vais te rejoindre là-dessus. Moi, ça fait un moment que j'évolue dans ce monde de l'acquisition et de la prospection. Je suis un utilisateur de la première heure de LinkedIn Sales Navigator. Et j'ai vu également ce changement de paradigme. Aujourd'hui, j'ai une agence, ça fait quelques temps que j'ai cette agence. Et j'ai vu également ce changement où je vendais à des directions marketing mes accompagnements, que ce soit pour déléguer la prospection avec mon agence, pour les former. Et aujourd'hui, je vends de plus en plus à des directions commerciales. Et ce changement s'établit au fur et à mesure. Et je pense que les directions établissent plus de budget pour les outils, pour le commerce, parce qu'ils savent que c'est pas juste des commerciaux qui vont parler à des clients. Ça va être également des gens qui ont besoin d'outils pour se moderniser et pour rester performants. Et ça me permet de vous dire, voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner justement sur la croissance commerciale, nous, on est utilisateur de Sales Navigator chez Rabbit2B. Donc, si vous avez besoin de former ou de déléguer à la prospection, c'est le premier lien dans la description pour prendre rendez-vous. Donc, merci déjà Louis d'être utilisateur depuis autant d'années de nos outils. Ça montre qu'ils restent pertinents après autant d'années et qu'ils ont su évoluer. Donc on en est satisfait et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi avec nos outils, c'est de les garder pertinents et évolutifs dans le temps. On vient d'aborder l'outil Sales Navigator, mais l'outil Sales Navigator, il fait partie d'une suite, la suite Dynamics 365 de Microsoft. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que Microsoft vous pousse à vendre des bundles de plusieurs suites et outils que vous avez? Alors Microsoft, c'est la maison mère de LinkedIn depuis une petite dizaine d'années maintenant. On a la chance d'être très indépendant dans nos décisions stratégiques et commerciales. On a quand même des offres ensemble sur la partie bundle, intégration, mais ça ne représente pas grand-chose pour nous. C'est juste pour servir nos clients au mieux quand ils ont besoin de cette intégration CRM. On reste agnostique avec la partie CRM. On a des partenariats avec Salesforce, HubSpot ou Oracle pour l'intégration CRM sans avoir des accords commerciaux, mais qui nous permettent justement de rester très indépendants dans notre intégration avec ces différents acteurs. On est indépendant versus Microsoft, mais on sait les utiliser. Tout à l'heure, on parlait des différents pays, des différents bureaux. Microsoft ont aussi des bureaux et on peut utiliser les bureaux de Microsoft s'il faut. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, vous n'allez pas vendre les solutions de Dynamics 365. Tes équipes se focalisent uniquement sur la vente de produits LinkedIn.
Oui, tout à fait. Nous, on ne vend pas Microsoft. Si on a une demande d'outils Microsoft, on saura rediriger la demande, mais c'est souvent en plus chez Microsoft via des intégrateurs ou via des revendeurs, mais pas directement avec Microsoft. Mais en effet, mes équipes sont spécialisées dans des outils LinkedIn et ne sont incapables aujourd'hui d'avoir les outils techniques pour faire des démos d'outils Microsoft. On va rentrer dans le dur de la prospection. Aujourd'hui, comment vous allez trouver vos clients? Et la première chose que j'ai envie de te poser, c'est vous ciblez qui? Les commerciaux, le marketing, tu as répondu un petit peu, aujourd'hui c'est davantage les commerciaux, mais c'est qui exactement la cible? C'est qui vos personas chez LinkedIn? Si j'avais la réponse parfaite de savoir qui, ça serait top. On est une entreprise qui vend du SaaS comme toutes les entreprises. On a aussi subi des cycles de vente qui se rallongent avec des cycles de vente aussi où les nombres de décisionnaires augmentent pour les décisions. On se retrouve aujourd'hui quasiment à une dizaine de décisionnaires pour une décision d'outil. Ce qui fait que c'est pas une seule personne, notre persona. On sait qu'à la fin, il y a un seul decision maker, mais il y a potentiellement 9 ou 10 influenceurs. Donc notre persona, c'est d'identifier rapidement qui est le decision maker pour cette solution. En fonction d'une entreprise à une autre, ça peut évoluer, de la taille de l'entreprise. On a souvent des VP Sales, donc vraiment des directions commerciales et essayer d'avoir le C-level de ces directions. Mais parfois, il faut impliquer le procurement, les achats, la finance, les équipes marketing, peut-être les équipes terrain commerciales qui vont devoir être impliquées. Donc, on a un panel d'influenceurs de nos solutions qui est important de mapper. C'est là d'ailleurs où nous-mêmes, on utilise SalesNav pour vendre SalesNav, qui devient super intéressant parce que nos commerciaux doivent être des très bons utilisateurs de Sales Navigator parce qu'ils vont le positionner, mais aussi parce qu'il faut savoir mapper ce cycle de vente qui est devenu très complexe. Ok, et est-ce qu'il y a des actions aussi par votre équipe marketing, pas juste les sales, mais l'équipe marketing qui va créer de la pub quand vous êtes sur un compte précis pour aller cibler ce compte-là? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont faites pour aller toucher ces influenceurs-là? Alors oui, enfin comme dans toute entreprise, on a du marketing et nos équipes marketing nous aident à augmenter notre réputation, notre brand et potentiellement générer des leads. On va pas forcément utiliser LinkedIn public ou sur les comptes pour faire de la pub sur LinkedIn parce que c'est des espaces qu'on vend, donc on va pas être en compétition avec nos propres espaces. Mais en revanche, les équipes marketing aujourd'hui, là où elles nous aident, c'est nous fournir du contenu et nous aider à être le plus précis possible dans nos outreach qui fonctionne bien, c'est d'être personnalisé sur les outreach et les équipes marketing vont nous aider justement à fournir ce contenu de qualité. Et ce contenu de qualité, est-ce qu'il y a une stratégie ABM? Tu me disais qu'il y avait 10 influenceurs, 9-10 influenceurs sur un compte. Est-ce qu'il y a une stratégie d'ABM justement pour rentrer dans ces comptes-là stratégiques? Donc oui, on a une stratégie ABM sur les grands comptes. L'ABM, c'est de l'account-based marketing, donc c'est vraiment de faire une stratégie pour ce compte-là en particulier. Et on a des équipes marketing, grands comptes, vraiment pour nos top accounts avec lesquels on va travailler pour faire en sorte d'être le plus précis possible sur nos actions. Donc pas forcément juste pour générer du lead avec eux, mais pour créer de l'engagement de qualité et sur le temps. Donc ça va être des invitations à des événements personnalisés, ça va être de créer du contenu personnalisé pour ces entreprises, les aider dans leur formation sur SalesNav, génération de podcasts avec eux pour l'interne chez eux. Donc tout un panel d'outils qu'on peut avoir à disposition de ces grands comptes lorsqu'on travaille ensemble. Ok, super, merci pour la stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, en prospection pure, hein, je ne parle pas de marketing, est-ce qu'il y a des canaux principaux, email, message, LinkedIn? C'est quoi vos canaux favoris, téléphone? Ce que je dis à mes équipes, en tout cas, c'est peu importe le canal, ouvrez des portes. Et la prospection, on se perd souvent sur ce que c'est un outil de prospection ou ce que c'est un engagement dans la prospection. Je reçois moi-même des messages de prospection et les messages sont à rallonge. On se présente, on explique pourquoi on est là, on explique qu'est-ce qu'on vend, pourquoi ce produit serait bien pour moi et on me demande un call. Mais en fait, j'ai déjà toutes les informations pour me faire un avis. Je ne fais pas de call avec cette personne-là. Alors qu'à la prospection, on essaye d'avoir un rendez-vous. Et c'est dans le rendez-vous qui va tout se passer. Donc c'est vraiment rappeler que c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Alors oui, l'email, le téléphone, c'est toujours des outils qui sont bien. On peut aller faire du porte-à-porte, on peut aller dans les salons, on peut aller dans des organisations. Peu importe, là, on va pouvoir créer du lien et se créer une connexion qui va nous permettre de prendre un temps qui soit plus long, dédié à l'explication du produit qu'on essaye de vendre. En l'occurrence, nous, Sales Navigator. Donc vraiment, j'essaie d'empower mes équipes pour qu'ils puissent vraiment utiliser les canaux de leur choix, mais qu'ils aillent vraiment ouvrir des portes. Et Je suis vraiment aligné avec toi et aujourd'hui, je pense qu'on le voit hein, dans nos boîtes messagerie LinkedIn, que ce soit dans nos boîtes mail, on est harcelé de gens qui parlent d'eux sur des messages à rallonge.
on les connaît pas, ils me demandent un appel avec eux. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est poussé par des pseudo-experts ou après, il y a des commerciaux qui sont pas formés et en fait, c'est juste pour les former. Ils différencient la prospection terrain de la prospection digitale, c'est-à-dire qu'ils agissent de façon digitale sur LinkedIn ou sur le mail. Ils contactent des gens en parlant que d'eux, alors que s'ils seraient face à face à ce prospect en salon, jamais ils oseraient faire ça. Donc moi, ce que j'essaye de faire via mon contenu, c'est de rappeler aux gens qu'il faut qu'ils agissent de façon humaine et qu'ils créent une conversation. La prospection n'est pas là pour vendre, elle est là pour créer une discussion. Et une fois qu'on a commencé cette discussion, pourquoi pas aller vers un échange. Et dans cet échange, en face à face, on pourra parler un peu de ce qu'on fait, ce qu'on pourrait apporter. Tu vois, tu viens de dire quelque chose de très important qui est clé dans les messages qu'on passe. C'est des gens qui ne te connaissent pas, qui t'envoient des messages. Tu connais pas ces gens-là et tu n'as pas vraiment de raison d'ouvrir leur message. Aujourd'hui, un dirigeant commercial ou un dirigeant même décisionnaire d'une entreprise peut recevoir des dizaines, voire des centaines de messages. S'il en ouvre quelques-uns, il faut se demander pourquoi il ouvrirait le mien et pas celui des autres. Ça, c'est quand même un premier point. Mais le vrai différenciateur qui change tout, c'est de se faire recommander, d'avoir une recommandation. Si je te contacte en disant « Oui, je te contacte de la part de Paul que tu connais par ailleurs. » Et en fait, je crée de la crédibilité. Et tu vas ouvrir ce message parce que tu dis « J'ouvre ce message au moins pour Paul qui lui a fait l'intro. C'est que cette personne-là, je peux au moins lire son message. » Et c'est ça qui fait la clé. C'est ces informations-là, d'ailleurs, que tu vas trouver sur Sales Navigator. Mais c'est ça la réalité. Sur LinkedIn, c'est un outil de réseau, c'est un outil de mise en réseau et de mise en connexion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les interactions, elles se passent dans la vie réelle. Mais au moins, la mise en réseau et pourquoi, elle peut se passer sur LinkedIn. Oui, et je te rejoins et j'ai des chiffres à donner là-dessus. La meilleure campagne qu'on ait jamais fait de tous les temps a généré 120 rendez-vous en une seule semaine. Et elle était sur le réseau numéro 1 d'un client, un de nos clients. Donc, un de nos clients qui a un club d'affaires, un club d'entrepreneurs. On a pris le réseau d'une de ses clientes qui est entrepreneuse dans son club et on a prospecté son réseau. En venant de sa part, on a demandé son autorisation. Avec Sales Navigator, on peut extraire le réseau de personnes qui sont dans notre réseau numéro 1 et on peut les contacter. Et on a fait cette technique-là et ça a généré 120 rendez-vous. D'ailleurs, je vous mets par-ci ou par-là cette vidéo de témoignage de mon client où on parle de cette stratégie et ça fonctionne très bien. Quand tu parles de recommandations, c'est à ça que tu penses exactement ? Ouais, c'est exactement à ça que je pense. Il y a ça, et puis sur SalesNav, tu as une fonctionnalité qui s'appelle Team Link, qui permet aussi de savoir avec qui tes collègues sont connectés. Dans une entreprise, en fonction de la taille de ton entreprise, mais on va dire, pour moi, pour LinkedIn, Microsoft, avec plus de 20 000 employés, je ne connais pas forcément tous les employés. En revanche, grâce à Team Link, je peux voir qu'un employé de chez LinkedIn basé aux États-Unis est connecté avec la personne que je cherche à contacter. Et je vais aller dans Teams et puis lui dire, on travaille ensemble chez LinkedIn, je te connais pas, mais j'ai vu que tu étais connecté avec Paul, est-ce que tu peux me mettre en contact avec Paul? Et ça marche très très bien, parce qu'en fait, on sort du bruit, on revient dans un côté plus humain, de crédibilité et de confiance, et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir aussi des rendez-vous. Oui, ça marche super bien. Et pour ceux qui nous écoutent, donner une petite stratégie, on est souvent dans des clubs d'affaires, on est dans des communautés, mais des groupes qui ont créé des pages d'entreprise pour ça. Et donc, voilà, il y a Times for the Planet, il y a X ou Y pages qui créent de la connexion. Et donc, moi, je suis dans un club d'affaires, il y a des clients qui sont dans des clubs d'affaires et on peut utiliser ces stratégies-là. Ah, bonjour, je vois que vous êtes connecté avec Paul, on est dans le même club d'affaires. Et si ça vous intéresse, nous, on pourrait discuter de ces problématiques-là si je peux vous aider. Donc, d'arriver avec une pseudo-recommandation aussi d'un club. Donc, même si on a des plus petites entreprises, si on est quelqu'un actif dans une communauté, ça peut fonctionner, ces techniques-là. Côté Tu sais, SMB. c'est un basique que tu apprends aussi quand tu es étudiant, pour ceux qui sont étudiants aussi. Quand vous cherchez un stage, premier boulot, vous allez souvent ouvrir l'annuaire des alumni de votre école pour les contacter en disant « on a fait la même école, est-ce que vous chercheriez pas un stagiaire ?» Et ben, c'est le même principe dans la vente. Il y a une fonctionnalité sur Sales Navigator pour regarder les gens qui étaient dans la même école que nous. Et ça, on l'utilise beaucoup. On travaille pour des directeurs commerciaux, des fondateurs et on prospecte beaucoup dans leur réseau grâce à cette fonctionnalité-là. Et ça nous arrive même, avec l'autorisation d'un client, de mettre LinkedIn Sales Navigator sur le client d'un de nos clients pour extraire les alumni de son école sur son autorisation parce qu'il veut nous recommander. Il n'a pas le temps de nous mettre en relation un par un avec les alumni. Donc, il nous permet de faire ça. Et en fait, là-dessus, on permet de contacter les alumni de son école via Sales Navigator. Donc, le client de notre client.
Ouais, ce que tu décris là, c'est presque une version expert de l'usage de Sales Navigator. On n'en est pas encore là avec tous nos clients, mais ça montre en fait l'étendue des possibilités qui sont faites, qui sont données à un outil comme Sales Navigator quand on utilise bien les fonctionnalités. Et donc d'avoir des formations sur ce genre d'outils, c'est important. C'est là où la prospection, tu vois, par rapport à ta question qui a commencé, est-ce qu'on fait des emails, en fait, on essaie vraiment surtout de faire de la mise en relation. Je suis ultra aligné avec ça et la prospection aujourd'hui pour moi c'est créer des discussions, des mises en relation et plus vendre. Ça marchait il y a encore 15 ans quand le marché était pas du tout saturé. Aujourd'hui, voilà, les gens ils en ont marre de se faire prospecter et donc il faut retourner au basique, back to basic et back to la mise en relation et l'humain avant tout. Ouais. Et, on finit sur ce thème-là, pour pas rebondir éternellement. Mais LinkedIn, au-delà de SalesNav, c'est un réseau qui donne un réseau à tout le monde. Là où finalement, dans un club, où tu peux avoir un réseau qui est lié à ton travail, qui est lié à ton école. Mais sur LinkedIn, tu peux toucher tout le monde et te créer un réseau aussi en te connectant avec des gens, rencontrant des gens. Et donc, c'est ça qui est aussi super intéressant avec LinkedIn, c'est que vous pouvez tous vous constituer un réseau au fur et à mesure et utiliser ce réseau-là pour soit aussi la vente dans le cadre de votre travail et dans le cadre aussi perso. Oui, au moment où on se parle, moi j'ai 28 000 personnes dans mon réseau, j'en ai plus de 43 000 qui me suivent. Je viens d'un petit village en campagne. Les clubs d'affaires et les business, c'est pas trop ce qui se passe chez moi. Donc ça m'a permis d'avoir un énorme réseau, même si je suis pas à Paris. Et donc je trouve que c'est aussi l'égalité des chances d'avoir ces solutions digitales qui nous permettent de connecter les gens à n'importe où. Donc voilà, moi qui voyage beaucoup, je connecte des entrepreneurs à des endroits où je vais. Donc j'ai des clients aujourd'hui à Mexico City, à Rio de Janeiro, à Bangkok, grâce notamment à Sales Navigator, parce qu'avant de me rendre dans une destination, je prospecte un peu les entrepreneurs sur place. Bon, merci pour le soleil que tu viens de faire rentrer dans cette vidéo. Et, je pense que c'est intéressant. Là, on va pas s'étendre plus sur Sales Navigator en tant que tel, parce qu'on va faire une vidéo. Elle s'affichera à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus une fois que vous avez fini cette vidéo. Ce sera la vidéo sur la FAQ de LinkedIn et toutes les questions que vous m'avez posées sur LinkedIn pur. Mais là-dessus, on les mettra dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin et je vous donnerai le lien pour aller voir cette vidéo. J'ai une dernière question sur l'utilisation que vous en faites justement de Sales Navigator. Parce qu'on est en Europe, toi tu gères l'Europe. En Europe, il y a le RGPD. Est-ce que l'utilisation de LinkedIn en Europe est différente de celle aux États-Unis, par exemple, ou d'autres pays qui n'ont pas de loi sur le respect des données personnelles? C'est une question qu'on nous pose souvent sur la protection des données personnelles. Il se trouve que l'Europe est malgré tout ce qu'on peut penser assez avancée dans la protection des données. Et aujourd'hui, une boîte américaine, même comme LinkedIn, doit comply avec les règles européennes. Et à partir du moment où en fait la règle européenne est celle qui prévaut, peu importe où l'outil est utilisé, on suit les mêmes règles. Donc la règle RGPD est aujourd'hui la règle qui est suivie dans le monde entier de protection des données. Au-delà de ça, nos membres, c'est les membres qu'on protège à la fin, c'est la donnée de nos membres et c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc oui, en Europe, la partie protection des données est un sujet avec nos clients et on n'a aucun problème avec ce sujet parce qu'on est vraiment devant ce sujet avec les différents régulateurs, que ce soit locaux comme européens, pour être sûr qu'on suive les régulations, mais aussi qu'on les aide à créer ces régulations pour protéger les données. Ok. Et donc l'utilisation, elle est la même partout dans le monde parce que aujourd'hui, c'est l'Europe qui est le plus strict dans le monde. Demain, vous avez peut-être un autre pays qui sera encore plus strict. Donc les lois s'appliqueront à tout LinkedIn, partout, peu importe, selon le pays le plus strict sur lequel vous êtes implanté. Oui, exactement. La RGPD, aujourd'hui, protège la donnée des membres européens et des membres européens peuvent être contactés depuis n'importe où dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on applique cette règle partout pour protéger nos membres européens et partout dans le monde. Ok, super clair. On va avoir une petite question bonus aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est en train de parler. Il y a l'IA qui arrive de plus en plus dans nos processus de travail. Aujourd'hui, l'IA, pas dans l'outil, mais vous, dans vos processus commerciaux chez Sales Navigator, LinkedIn, comment vous utilisez l'IA? Alors là, c'est le sujet. Si tu as 3 heures, vous avez tous 3 heures devant vous. On peut faire plusieurs vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont super importants. Si on revient un peu sur la séquence d'événements qui vient de se passer depuis 2-3 ans. Je dis 2-3 ans parce que je pense que ça fait à peu près 2 ans et demi que ChatGPT et OpenAI ont ouvert cette voie à l'IA en masse. Et depuis, en fait, les entreprises, et comme tout le monde, on se cherche un peu sur ces outils.
On a essayé beaucoup d'outils et on continue à essayer beaucoup d'outils, de développer des outils pour voir comment les utiliser. Donc oui, on a des outils, typiquement des outils d'enregistrement vidéo de nos rendez-vous, des choses qu'on utilisait très peu avant, qui aujourd'hui deviennent fondamentales pour nous, pour notre aspect commercial, même structurel, comme on développe les produits, grâce aux outils d'IA qui nous font remonter le sentiment de nos clients partout dans le monde. Ça nous permet vraiment de remonter nos produits. Ça, c'est quelque chose de très réel, très technique. On a des milliers et des milliers de calls qui sont enregistrés tous les jours où nos clients parlent de notre produit, disent s'ils sont contents de notre produit, disent ce qu'ils aimeraient avoir. Et en fait, avec quelques outils d'IA, on peut extraire ces conversations et tout de suite avoir le sentiment et les besoins de développement produit. Donc là, c'est très concret, produit. Sur les parties vente, on va aussi utiliser ce qu'on a sur SalesNav notamment, d'ailleurs, ça s'appelle Account IQ, Lead IQ, d'essayer d'avoir très rapidement des informations qui soient résumées, qui me permettent d'avoir des informations contextuelles et personnalisées pour mes clients. Et enfin, il y a des outils comme Copilot qu'on utilise qui me permettent de faire de la recherche et de la préparation sur ma base de données. Donc, j'ai une base de données qui est la mienne, entreprise, plus de tous mes emails, qui me permettent d'avoir rapidement des informations sur mes clients grâce à Copilot qu'on a chez LinkedIn. Et ça fonctionne très bien. Ok, super, ouais, l'IA, c'est juste incroyable. On l'utilise beaucoup, hein, aller enregistrer les appels, etc. C'est juste grandiose ce qu'on peut faire après, le temps que ça nous fait gagner pour les emails récap, pour les suivis, pour avoir une écoute active et pas avoir une écoute à moitié parce qu'on est obligé de prendre des notes. C'est quand même quelque chose de génial. Est-ce que tu as d'autres utilisations de l'IA ou tu veux qu'on conclue là-dessus? Alors, je vais avoir plein de petits hacks. Il y en a dans les équipes qui sont super forts pour utiliser des outils d'IA. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, sur les outils d'IA comme Copilot, on va créer des agents. Je vais me créer des agents pour me préparer sur les rendez-vous, pour pouvoir aussi mettre mes présentations ou tout ce qui va la partie prix, pour tester, savoir si ça peut répondre avec nos clients. Donc, en fait, ça, c'est super utile pour ça, pour se préparer. L'enjeu fondamental derrière tout ça, c'est de passer encore plus de temps avec nos clients. Et c'est tout ce qu'on va chercher à faire dans les outils que j'achète avec mes équipes, qu'on veut mettre en place, c'est de se dire, est-ce que l'outil me permet d'être meilleur et de gagner du temps? Et ce temps-là, qu'est-ce que j'en fais? C'est de le passer encore plus à faire des relations humaines et réelles avec mes clients. Et ça va vraiment être un game changer. C'est pas juste pour être plus productif ou pour automatiser des tâches, automatiser des tâches. C'est vraiment pour libérer du temps qualitatif avec mes clients. Oui, et c'est très vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup trop de gens qui essayent d'automatiser des tâches, automatiser de la prospection, etc. Pas leur domaine de compétence, c'est des commerciaux. Ces commerciaux-là, il doit être passé à parler avec des gens. Donc, il y a des profils techniques dans ces entreprises-là qui doivent utiliser des outils techniques pour aller faire gagner du temps aux commerciaux. Et le temps du commercial ne doit pas être là pendant 2 jours par semaine à paramétrer des outils. Il doit être là pour que ces outils lui fassent gagner du temps pour aller parler davantage avec ses clients. Et c'est souvent ce que je vois dans les entreprises. Oui, machin, les commerciaux, ils font pas assez d'appels. En même temps, vous leur demandez de faire 15 000 tâches manuelles, d'aller utiliser des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Il faut leur laisser du temps pour appeler les gens aussi. Ouais, et puis sur l'IA, donc toutes les entreprises ont testé plein d'outils en ce moment. Donc il y a plein de pilotes qui se passent, d'outils auprès de toutes les équipes qui sont surabondés d'outils, qui savent pas forcément à un moment connecter ces outils. Donc ça, c'est très important de pouvoir connecter un peu ces outils, faire rentrer ça dans une vraie structure et une vraie démarche stratégique. C'est ce qui manque avec nos clients quand on discute, c'est ils testent des outils, mais ils oublient pourquoi ils testent ces outils. Donc, posez-vous la question pourquoi vous avez besoin d'un outil d'IA, et à quoi il va vous servir et à quel besoin ou à quel problème cela répond. Ok, c'est super et ça rejoint la vidéo qui va sortir sur les questions de LinkedIn justement qu'on pose à LinkedIn Sales Navigator pour comprendre mieux l'outil et ça rejoint aussi pourquoi on existe nous chez Rabbit2B. On aide à connecter tous ces outils entre eux, soit on fait de la formation pour les connecter, soit on le fait pour vous et donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, premier lien dans la description. Eud, merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper riche et moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sur la vidéo qui s'affiche là. Est-ce que tu es d'accord sur la vidéo qui s'affiche autour de nous? On se retrouve là, Eud, pour le prochain échange. Ouais, ça marche Louis, à tout de suite. À tout de suite.